Vous vous souvenez que le premier baromètre était un baromètre où il fallait surtout répondre à des questions de demande matérielle dans votre cabinet. Avez-vous beaucoup de manque de masques ou de frottis, etc., etc. Ici, le baromètre Covid-2 est une statistique à faire journalièrement qui va envoyer à Cienzano des syndromes. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc, si vous êtes solo, une seule fois par jour, vous allez lancer ce baromètre. Si vous êtes médecin dans une association, maison médicale, où vous travaillez en groupe, vous devez désigner un médecin qui fera ce travail-là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois par jour, il va cliquer ici sur le bouton à côté de trouver un patient, sur le bouton Covid-2. Donc, la première fois que vous allez lancer ceci, ça va prendre peut-être quelques minutes. On va calculer le nombre de patients actifs que vous avez. Donc ici, c'est une base test. Il a retrouvé 48 patients actifs. Patients actifs, ce sont des patients qui ont eu un contact de type consultation ou visite, donc pas un avis divers et pas un courrier reçu, entre le 31 août 2018 et le 31 août 2020. Donc ce chiffre, une fois calculé, il est immuable. On a ainsi une estimation de la taille de votre patientèle. C'est cette partie-là qui peut prendre un peu plus de temps de calcul la première fois. La première fois, quand le médecin, on va dire responsable, va faire ce travail, donc pendant ce temps-là, il peut commencer à compléter quel est le nom de son cercle, s'il a une pratique en solo, en duo, en groupe, etc., le nom du cabinet, l'adresse mail et également les numéros des médecins. C'est très facile pour retrouver le nom des médecins. Vous tapez quelques lettres et vous allez retrouver directement par la liste Cobra le nom du médecin ainsi que son numéro dynamique. Encodez ensuite son code postal, la rue, le numéro et c'est tout. Toutes ces données seront gardées en mémoire pour les connexions suivantes. Donc c'est à encoder qu'une seule fois, rassurez-vous. Ensuite, une fois que le calcul du nombre de patients est terminé, on affichera le nombre de statistiques réellement envoyées. Donc ce sont ces 7 statistiques qu'on va envoyer. Je vais vous expliquer dans la deuxième partie comment encoder ces données dans votre logiciel. Mais donc, en clair, le médecin va faire son baromètre en fin de journée, c'est-à-dire quand tous les autres médecins ont fini de travailler, ou au contraire, le lendemain matin avant 9h30, 10h. Et là, il devra cliquer sur hier. Vous voyez, le hier est grisé actuellement, car 10 heures est passé et je ne sais plus faire mon envoi de hier. C'est une bonne façon de faire aussi parce que Cienzano demande qu'on laisse le PC allumé 20 minutes après avoir cliqué sur le bouton envoyer pour être sûr que toutes les données sont bien envoyées au serveur pour pas qu'il soit surchargé par exemple à 7h ou 8h du soir par de multiples envois. Il faut lui laisser un petit peu de temps ou alors faites ça le lendemain matin avant votre consultation. Vous lancez la statistique, vous complétez les données et vous cliquez sur envoyer. Alors, pour compléter les données, vous voyez que MediSpring a calculé automatiquement le nombre de patients ARI, donc qui ont une infection respiratoire aiguë, le nombre de patients ILI, donc ce sont les syndromes grippaux, le nombre de patients suspects COVID-19, le nombre de patients A77, A77 veut dire une infection diagnostiquée en termes généraux. Par exemple, ça peut être une mononucléose, une toxoplasmose ou un autre type d'infection générale. Et le nombre de patients réellement COVID-19, donc testés positifs COVID-19, ainsi que le pourcentage de diagnostic codé. Donc, c'est 7 chiffres qui sont là. Vous devez simplement les remettre ici. Par exemple, vous tapez sur 1. Avec la touche tabulation, vous allez dans le champ suivant, 4, 4, 1, 1, et alors le pourcentage, c'est 100% dans mon cas, et je clique sur envoyer. Donc vous voyez, ça ne vous prend vraiment que 20 ou 30 secondes par jour, ça va très rapidement. Je rassure tout de suite, le gros du travail, c'est surtout l'encodage en consultation naturellement. C'est pour ça que les médecins sont rémunérés pour ça, pas uniquement le médecin qui fait ce travail d'envoi, mais tous les associés également sont rémunérés pendant 6 mois la durée du baromètre à raison de 400 € pour l'envoi
pendant ces 6 mois, si vous envoyez si vous faites 2 envois par semaine. Si vous faites 4 envois par semaine ou plus, vous êtes payé, enfin chaque médecin est payé 800 € pour cet envoi. Donc voilà, le gros du travail, c'est naturellement l'encodage, l'envoi un tout petit peu au début parce que vous devez encoder les données de votre maison médicale ou de votre association ou de votre cabinet et le calcul prend quelques minutes et ensuite c'est vraiment quelques secondes à faire tous les jours. Maintenant, je vais vous expliquer que vous avez compris comment envoyer les statistiques, c'est vraiment très simple. Je vais vous expliquer comment est-ce que ceci peut arriver à cet endroit-là. Alors c'est très simple. Je vais ouvrir le dossier d'un patient. Voilà, j'ouvre le dossier d'un patient. Et alors là, vous allez naturellement, vous connaissez le SOAP classique, et là, vous allez encoder dans le champ A vos diagnostics. Attention, encoder la majorité du temps en termes structurés, donc c'est-à-dire de la façon dont la liste vous propose des diagnostics. Si vous encodez en texte libre, par exemple, peut-être Covid, point d'interrogation, oula, pardon, peut-être Covid, point d'interrogation, voilà, vous pouvez le faire, mais ceci est un diagnostic non codé qui ne sera pas pris en compte puisqu'on ne sait naturellement pas quel code il y a là derrière. Vous êtes en consultation, vous voyez quelqu'un qui a par exemple une pharyngite. Vous allez retrouver votre pharyngite. Un enfant a une otite moyenne aiguë, vous retrouvez l'otite moyenne aiguë. Un adulte présente une pneumonie, vous mettez une pneumonie atypique, comme vous voulez. Tout ceci, ce sont des libellés avec des codes derrière qui sont regroupés sous les infections respiratoires aiguës et iront directement dans cette classe-là du diagnostic. Si par contre, vous voyez un patient qui présente une grippe ou un syndrome grippal, directement, ce diagnostic sera repris dans la case des ILI, donc des infections ressemblantes à la grippe. Quand on suspecte un cas de Covid, il est repris également comme ILI, parce que les cas de Covid, vous le savez bien, c'est de la toux, c'est de la température, ce sont des courbatures, bref, un syndrome grippal. Si maintenant, vous avez un patient dont les symptômes vous fait penser à un cas de Covid, vous tapez COV et là, vous allez retrouver le cas éventuel de Covid. Ce cas va être comptabilisé naturellement et également, comme je viens de l'expliquer, comme ILI, comme syndrome grippal. Ensuite, quand vous avez terminé votre consultation, vous clôturez votre consultation. Si vous avez un cas avéré de Covid, par exemple le frottis est revenu positif, vous encodez un cas avéré de Covid. Alors, la question est la suivante. Lorsque vous avez encodé, par exemple, aujourd'hui, un cas éventuel de Covid, puisque le patient a des symptômes, vous l'envoyez faire un test. 2 jours plus tard, vous recevez le résultat du test. Quand vous recevrez le résultat du test, vous devrez à ce moment-là créer une nouvelle consultation, donc qui sera à ce moment-là la date du 30 octobre. Et là, dans la nouvelle consultation, vous encoderez un cas avéré de Covid et non pas modifier une consultation existante en supprimant le code et en mettant un nouveau, puisque cette consultation se trouve 3 jours auparavant, elle ne sera à ce moment-là pas comptabilisée. Et alors, dernière chose, si vous encodez par exemple une autre type d'infection comme une toxoplasmose par exemple, là, ça va être comptabilisé dans les codes ici qui sont repris dans les codes A77 qui sont des infections en général. Donc, le premier point, les affections respiratoires aiguës. Deuxième point, les syndromes ressemblant à la grippe, dont un cas suspect de Covid aussi. Les cas suspects de Covid également. Les A77 qui sont les autres infections en général et les patients réellement atteints de Covid dont le test est positif, ainsi que le pourcentage de diagnostics codés. Donc forcément, si vous êtes une association où vous renvoyez le chiffre de 10% codé,
chez Cienzano, ils vont savoir que cette association est peu représentative de son travail, puisqu'on ne sait pas juger de la qualité du travail, puisque très peu de choses sont codées. Maintenant, vous pouvez toujours naturellement encoder un cas de Covid ici avéré et mettre quelque chose en texte libre par après. Par exemple, frottis, positif, voilà, vous mettez ceci comme cela, et nous avons un cas codé et un cas du texte libre. Ce cas codé, naturellement, sera repris et vous aurez bien 100% de diagnostic codé. Celui-ci, on ne tiendra pas compte de celui-là. Donc, vous voyez, c'est l'encodage qui est important. Ne mettez pas du texte libre uniquement dans le S ou dans le O. Terminez toujours votre travail par un diagnostic. Vous pourrez aussi, si vous préférez travailler avec des éléments de soins, vous pourrez aussi directement dans les problèmes de santé, dans le petit plus, taper COV et mettre par exemple que vous avez un cas éventuel, vous voyez, on retrouve les mêmes codes, enfin vous ne les voyez pas, mais ce sont les mêmes codes. Vous l'ajoutez comme élément de soin et après, par exemple, vous pouvez lier cette consultation à l'élément de soin infection par Covid, infection coronavirus, cas éventuel. Le fait de créer le diagnostic, le problème de santé dans les éléments de soin sera également totalisé dans les envois Covid. Voilà, donc j'ai fait ici la première partie, donc, qui était le baromètre Covid. Il y a probablement des questions par rapport à ça. Je suis à l'écoute maintenant, s'il y a des choses qui doivent être éclaircies. Oui, Frédéric, on va commencer par toutes les questions sur ce sujet avant d'embrayer avec les autres. Oui. Alors, en fait, on a une question ici par rapport aux assistants. Est-ce qu'il faut encoder les assistants? Ben, il faut encoder les assistants comme médecins ici, oui. Oui, vous encodez les assistants puisqu'ils font partie de votre pratique, oui. Voilà. Et il y a certainement quelqu'un qui travaille Ah de non, façon... excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Je vois ici, il est marqué « Veuillez enregistrer tous les noms des médecins non en formation ». Donc, il était spécifié dans la e-form, je n'avais pas lu la ligne, mais voilà. Donc, il ne faut pas y mettre les assistants, désolé, c'était une mauvaise info. Pas les assistants. Merci. Quelqu'un qui travaille certainement en solo nous demande si on peut aussi envoyer individuellement, donc quand on travaille tout seul. Ah, quand on travaille tout seul, naturellement. Donc là, vous choisirez pratique en solo. Donc là, il n'y aura qu'un seul médecin et que c'est vous qui faites le travail tous les soirs en fin de journée ou le matin en commençant vos consultations, par exemple. Oui, naturellement. On demande aussi à partir de quand tout ça est effectif, donc à partir de quand commence ce programme. À partir de maintenant, c'était officiellement à partir du 14 octobre que ça a été lancé. Je pense que la mise à jour est arrivée dans MediSpring le 16 ou le 17 octobre. Et donc, c'est à partir de maintenant. Voilà. Certaines personnes signalent aussi que la semaine passée ou dès que c'est sorti, il y a eu effectivement des petits problèmes mais qui ont été solutionnés. Donc, à partir du moment, déjà hier, ça fonctionnait. Donc, Voilà, donc on a eu un souci dans les grosses bases de données pendant le calcul le tout premier calcul en fait des patients en cours. Donc on avait le PC tombait en panne de mémoire parce qu'il y avait trop de contacts, trop de patients à aller ouvrir, etc. Donc nos développeurs ont corrigé ça. Il y a eu une mise à jour vendredi après-midi et donc ce problème-là est corrigé maintenant. alors, Paul nous signale que quand il fait la recherche pour hier, ça ne semble pas fonctionner. Ah oui, parce qu'il est 12h26, donc on ne sait pas cliquer sur hier. On sait seulement cliquer sur hier avant 10h ou 9h30 du matin, le temps de l'envoyer. Donc sinon, c'est grisé. Comme ici, c'est grisé. Mais si vous faites le test en cliquant sur hier, là, on va faire la statistique pour toutes les données qui ont été encodées la veille. Il faut bien savoir que ces données sont des données de symptômes. Par exemple, le fait que vous dites, tiens, mon patient a eu un contact à haut risque avec un cas de Covid, vous pouvez le noter dans le dossier naturellement, mais ceci n'est pas envoyé à Cienzano. Donc, ce n'est pas uniquement les cas de contact sans symptômes. Et donc, ça correspond bien à une statistique qui est faite journalièrement. Donc, ça nous reprend, vous n'allez pas avoir 150 cas de Covid, etc., puisque c'est chaque fois la statistique d'un seul jour, du jour même ou de la veille. Ok, donc jusque 9h40 pour
le jour qui suit, après c'est fichu, vous ne Voilà. pouvez plus cliquer sur, sur Il ne hier. faut par exemple pas faire un envoi le lundi matin en choisissant hier, si vous n'avez pas travaillé le dimanche forcément, donc votre statistique sera de 0, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Sabine nous demande pourquoi le PC doit être allumé 20 minutes après l'encodage. Mais bon, je n'ai pas vraiment la réponse, mais c'est clairement demandé par Cienzano. À mon avis, c'est que lorsqu'ils font l'envoi, c'est quelque part mis dans une file d'attente sur votre propre ordinateur. Et si leurs serveurs sont un peu surchargés parce qu'ils reçoivent entre 7 heures et 8 heures du soir des milliers d'envois, ces envois sont traités un à la fois et donc ça peut prendre 20 minutes. À mon avis, c'est simplement pour ça, pour éviter les problèmes de surcharge. Si vous l'envoyez et vous fermez le PC tout de suite après, que c'est resté dans votre PC parce que leur serveur était en attente, vous étiez dans, entre guillemets dans la file d'attente, ben, vos données ne seront pas envoyées et pas comptabilisées. D'où D'accord. l'intérêt de le faire par exemple le lendemain matin. Alors, pour aller un peu plus en détail sur ce point, Françoise nous demande si on doit laisser MediSpring ouvert après l'envoi ou juste le PC. Non, juste le PC. Merci. Roger nous dit qu'il avait reçu l'info de Cienzano que n'importe quel médecin d'un groupe pouvait envoyer le baromètre. Oui. N'importe quel médecin peut envoyer le baromètre, mais on a demandé que ce soit toujours le même, qui le fasse depuis le même PC. Simplement une question de praticité pour qu'il n'y ait pas de soit une fois l'un, une fois l'autre, qu'on ne sait plus si c'est l'un qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait. Donc le plus simple, c'est de nommer entre guillemets un responsable. Si maintenant le responsable part en vacances, naturellement, c'est quelqu'un d'autre qui fera le travail, hein. On n'est pas obligé que ce soit le même, même pendant ses vacances, hein, mais qu'il y ait quelque part un responsable qui fasse ce travail et qui lui délègue à un autre médecin s'il est absent. Voilà, Roger. Donc, si ça ne répond pas suffisamment à votre question, vous pourrez lever la main ensuite pour avoir un complément. Valérie nous demande si on prend une semaine de congé, qu'en est-il de la prime? Mais en fait, c'est pour ça que on dit le maximum de prime, donc 800 €, c'est 4 envois par semaine. Je suppose qu'ils vont compter 6 mois d'encodage fois 4 semaines, donc ils vont compter par exemple 25 semaines. Donc vous devrez avoir fait autant d'envois sur cette période-là. Donc si vous prenez une semaine de congé et que les autres semaines, vous envoyez 5 formulaires au lieu de 4, les 4 minimum au total, donc à ce moment-là, vous serez à l'aise pour votre semaine de congé. C'est une moyenne sur les 6 mois. Françoise nous demande si on peut utiliser MediSpring juste après l'envoi ou s'il faut attendre 20 minutes. Non, vous pouvez utiliser MediSpring juste après l'envoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous propose de le faire parfois le lendemain matin. Vous cliquez sur le bouton Envoyer, la fenêtre se ferme et puis vous continuez à travailler, vous commencez vos consultations. Merci. Quelqu'un nous demande, dans le cadre d'une pratique de groupe, si certains collègues sont peu motivés pour coder les diagnostics. Est-ce qu'on peut se renseigner comme médecin solo et ne le faire que pour soi? Ah, je dirais bonne question. Si le médecin responsable dit: «Moi, je suis le seul à encoder et les autres ne encodent rien du tout et moi, je vais faire tout le travail et eux vont toucher chacun 800 €», soit je dirais entre guillemets, il est solidaire des autres, il dit: «Moi, je le fais pour tout le monde, chacun va toucher de l'argent», peut-être que ça va les motiver à le faire. Mais c'est vrai que si lui encode tout seul et les autres médecins jamais rien du tout, les autres vont toucher, 800 € également, oui. Et pour moi, il pourrait se mettre en solo, mais voilà, je n'ai pas vraiment d'explication à ça. Si c'est une grosse maison médicale, par exemple, il va se mettre en pratique solo et il y aura peut-être 3000 patients actifs ou 4000 patients actifs, ce qui est quand même beaucoup. Donc, lui ne voit pas tant de patients non plus. Donc, je dirais plutôt mettre pratique de groupe et à la limite, si vous mettez pratique de groupe et peut-être dans les noms des médecins ici qui font partie de la pratique de groupe, vous mettez que les médecins qui jouent réellement le jeu à ce moment-là. Merci. On a des questions au niveau des week-ends aussi. Donc, des médecins qui ont des contacts patients le week-end, est-ce qu'ils sont enregistrés sur le lundi? Ah, si vous faites un export le lundi matin, que vous avez travaillé le dimanche, oui, vous allez avoir un export. Maintenant, si vous voyez un ou 2 ou 3 patients le dimanche et je dirais le lundi, c'est pas le jour idéal pour faire un envoi non plus. Attendez peut-être d'avoir une journée complète. Une journée complète, sera va envoyer à Senzano des statistiques plus efficaces que sur 2 ou 3 patients vus le dimanche.
Mais vraiment, si vous êtes un peu juste au niveau du nombre d'envois, parce que vous êtes parti en vacances, et cetera, bah, pourquoi pas? Oui, vous pouvez le faire. Il compte 4 envois par semaine pour toucher le maximum de la prime. On ne propose pas les jours, ça c'est comme vous voulez. Alors Sabine nous demande aussi au niveau du week-end ce qu'il en est des postes de garde. Est-ce que les PMG doivent faire ça aussi? Non, 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 c'est uniquement les médecins généralistes en tant que tels, pas les PMG n'ont rien à voir avec ça. Merci. Tanguy nous demande si on peut encoder des patients qui sont envoyés par des confrères, s'ils sont non actifs pour nous dans MediSpring. Et disons qu'on calcule le nombre de patients, par exemple, on a fait notre calcul de patients entre fin août 2018, fin août 2020. Par exemple, si un patient d'un confrère vient, ou si vous avez un nouveau patient qui vient ici, par exemple, le 20 octobre, naturellement, et que vous encodez des choses, naturellement, sa statistique va être prise en compte. Il ne sera pas considéré comme un patient actif dans le calcul, puisque le calcul concernait une date bien précise jusque fin août 2020, mais là, c'est juste pour avoir une idée approximative de la taille du cabinet, c'est tout. Si vous avez un patient qui n'est pas votre patient, je dirais n'importe quel patient pour lequel vous avez fait un encodage codé, oui, il sera totalisé. Merci. Frédéric nous demande s'il faut que tous les autres associés aient fermé MediSpring avant de faire l'export. Non, pas du tout, mais il faut qu'ils arrêtent de travailler. Si par exemple un médecin décide de faire son envoi et sa statistique à 6 heures parce qu'il arrête aujourd'hui à 6 heures et que les autres ont encore 2 heures de consultation, ça ce n'est pas logique. Il vaut mieux le faire le lendemain matin alors. Mais les autres ne doivent pas avoir fermé Medispring, mais avoir fini de travailler. Ok. Caroline nous demande quand on a le message donné, envoyé, est-ce qu'on peut éteindre ou pas? Ou est-ce qu'il faut encore laisser tourner 20 minutes comme on l'a conseillé? Oui, il faut donner envoyer, c'est un message généré par Medispring. Donc ça veut dire que à partir de ce message-là, vous devez encore attendre 20 minutes. Merci. Isabelle nous demande quid pour la prime si on ne commence que maintenant? Il n'y a aucun problème, puisque comme je vous dis, ils vont calculer entre le 14, à mon avis, ce sera peut-être à partir du mois de novembre, où je ne connais pas exactement leur calcul, mais ils vont compter le nombre de semaines et ils vont multiplier par le nombre de semaines par 4, qui est le minimum d'envoi pour avoir les 800 € de prime. Et vous devez vous-même avoir fait ces 4 envois par semaine pendant cette période de 6 mois. Mais je ne sais pas s'ils ont un nombre vraiment précis, un cut-off vraiment précis pour le nombre d'envois. Je peux poser la question éventuellement. Mais donc, voilà, si vous avez un doute, bah, vous faites 5 envois par semaine, ça ne pose aucun problème si vous partez en vacances, par exemple entre Noël et Nouvel An. Merci. Alors, quelqu'un demande aussi si on peut envoyer plusieurs fois par jour ou une seule fois. Non, non, il faut bien envoyer une seule fois par jour quand la journée est clôturée. Donc, soit le soir, soit le lendemain matin, mais pas plusieurs fois par jour. Non, parce que là, on va fausser complètement les statistiques. Alors, nous, on n'a pas mis de blocage de ce côté-là. On a dit, bon, voilà, c'est la bonne pratique qui va faire que, et il ne faut vraiment pas l'envoyer plusieurs fois par jour. Et donc, par rapport aux données encodées le week-end, pour être bien sûr, Benjamin nous demande donc si on envoie le lundi soir, on envoie en même temps les chiffres du samedi, du dimanche et du lundi. Non, non, ça c'est faux. Si vous envoyez le lundi soir et que vous avez coché comme c'est pré-coché par défaut ici aujourd'hui, voilà, vous n'allez envoyer que les données toujours du jour même. Toujours un seul jour, jamais plusieurs jours. Ce seront les données du lundi. Par contre, si lundi, avant 10 heures ou 9h30, vous dites, moi j'ai envie d'envoyer des données du week-end parce que j'ai encodé pas mal de choses le week-end, vous allez cocher hier, ce sera disponible avant 9h30 du matin, et là vous allez envoyer les données uniquement du dimanche. Et donc dans ce cas précis, vous pourrez faire 2 envois sur la même journée, un premier envoi qui concernait le hier du dimanche, et alors le lundi vers 20h par exemple ou 21h, les envois du lundi. Donc dans ce cas-là, il y a deux envois sur la journée, mais correspondant à 2 jours différents, le hier et l'aujourd'hui.
Voilà, donc c'est bien clair pour tout le monde. Ça, c'est pour les, si vous avez encodé pas mal de choses le week-end, faites-le certainement le lundi matin en arrivant, mais de toute façon avant 9h40. Et comme ça, vous encodez vos données du week-end. Si vous avez travaillé par exemple le samedi également beaucoup, vous avez vu beaucoup de gens le samedi, bah, faites un export le samedi en fin de journée, par exemple. Vous avez travaillé beaucoup le dimanche, faites un export le dimanche en fin de journée. Vous pouvez faire les exports le samedi et le dimanche aussi, si vous avez travaillé naturellement. Alors, au niveau de la soirée, Chantal nous demande jusque quelle heure le soir? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce que les données doivent être arrivées avant 10 heures le lendemain. D'accord. Quelqu'un nous dit aussi, je suis assistant et j'envoie le baromètre Covid quotidiennement. Mon nom est obligatoirement repris dans les médecins, comme le vôtre dans votre session. Le petit cadenas à côté de votre nom, tant pis, j'imagine. Non, mais donc comme j'ai découvert moi-même ici, donc il est marqué que les médecins, non les médecins en formation. Donc c'est uniquement les médecins généralistes actifs du cabinet. Donc les médecins en formation, donc les assistants, ne doivent pas mettre leur nom ici. Ils ne seront peut-être pas retrouvés dans la liste, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si tu avais un nom, Isabelle, on peut vérifier du médecin Non, parce assistant. que en Non, on fait, voit pas. C'est la juste le personne prénom. justement qui pose la question étant spectateur anonyme, ça veut dire Ah oui, qu'il se oui, connecte à voilà. partir de son iPhone. Voilà. Mais donc, c'est uniquement les médecins en formation et qui font le travail, donc. Mais naturellement, les assistants encodent aussi. Les assistants encodent au nom du maître de stage, si on veut, à ce moment-là. Il faut savoir que ces statistiques, j'ai peut-être oublié de le dire, j'ai peut-être pas été clair, ces statistiques ici correspondent à toute la base de données. Un médecin va faire l'export, mais ça correspondra vraiment au travail des 5 médecins de la maison médicale, plus des 2 assistants, par exemple, hein, et pas uniquement que de son travail. D'accord, donc ça, du coup, ça répond à toutes les questions que l'on avait ici au niveau des assistants. Si jamais vous avez encore des sous-questions, n'hésitez pas à les poser. On a ici la demande, pourquoi toujours du même PC pour l'envoi? Mais je pense qu'il est noté ici depuis, il était noté dans le formulaire, je pense, je ne sais plus. Mais je ne pense pas que ce soit obligatoire. Pour moi, c'est pas obligatoire parce que toutes les données ici sont gardées dans la base de données même. Donc, vous pourriez même le faire depuis un autre PC, depuis votre domicile, par exemple, faire l'envoi à 11 heures du soir depuis votre domicile. Voilà. Voilà, et Tanguy nous signale qu'il a encodé son assistant et que ça fonctionne, et donc voilà, à Voilà, mais savoir, bon ici, à il l'a savoir pour encodé. tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il est bien marqué non en formation. Donc, logiquement, il ne doit pas l'encoder. Voilà, on va retrouver son nom dans la liste Cobra, je suppose. Ils n'ont pas mis de filtre là-dessus, de blocage là-dessus, mais on demande de ne pas mettre les médecins en formation. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui le demande. D'accord. Concernant l'encodage, si durant une période, nous avons plusieurs contacts avec le même patient déjà renseigné comme cas avéré, devons-nous encoder à chaque fois cas avéré dans le A du SOAP? Est-ce que ça faussera les statistiques ou pas? Non, vous ne devez pas encoder chaque fois, si vous voyez plusieurs fois le patient. Par exemple, ce que vous pouvez faire, alors que moi j'ai fait ici, j'ai créé un élément de soin. Voilà, j'ai créé l'élément de soin et vous pouvez faire plusieurs consultations que vous liez. Chaque fois, vous créez une nouvelle consultation comme ici, voilà, et vous la liez à l'élément de soin qui s'appelle cas éventuel ou cas avéré de coronavirus. La consultation est liée. Voilà, mais elle ne sera pas envoyée comme statistique nouvelle. Ce qui est envoyé uniquement comme comptage statistique, c'est le code qui a été mis dans le A ou le code qui a été mis dans un problème de santé. Donc si vous voyez, on va dire 10 fois le patient pour la même infection coronavirus avérée, il n'y aura qu'un seul envoi. Si vous voyez une fois le patient pour un cas éventuel, il a des symptômes, vous faites un frottis, 2 jours après, vous avez les résultats, vous réencodez une nouvelle consultation, frottis positif, et là, vous mettez cas confirmé de Covid-19. Là, il sera encodé 2 fois. Mais Ok, Cienzano est au courant de ce, on va dire, de ce petit biais. merci. Donc, au niveau des primes, quelqu'un nous dit donc en pratique, une maison médicale avec 4 titulaires et 2 assistants recevra donc 4 fois 800 €.
Oui. En fait, oui, si vous faites l'export 4 fois sur la semaine. En moyenne, je dis bien 4 fois par Oui. semaine. Voilà. Une petite question technique ici de Bernard. Quand on a cliqué sur envoyer, est-ce que c'est normal que la fenêtre reste ouverte? Je ne vais pas le faire ici sur ce PC. Les envois de mon cabinet, c'est ma femme qui le fait, donc je ne peux pas vous dire, je n'ai pas eu d'expérience. Mais oui, si la fenêtre reste encore ouverte, après le bouton envoyer, vous fermez la fenêtre par la croix en haut à droite, hein, ça ne pose pas de problème. Ils n'ont peut-être pas programmé que la fenêtre se fermait d'emblée. D'accord, donc on arrive un petit peu au bout des questions par rapport au baromètre. Il y a une remarque super que je vais lire à haute voix. Une fois de plus, bravo pour votre réactivité pour adapter le logiciel. Donc, merci François, Merci, merci. ça fait plaisir. Et alors, ce que je voulais dire, parce qu'on a parlé quand même beaucoup d'assistants, moi je pense que même si les assistants ne sont pas rémunérés pour ce travail, etc., via leur maître de stage, je pense que c'est une très bonne façon, entre guillemets, de montrer aux assistants que chaque consultation, quand un diagnostic est établi, le diagnostic doit être mis en termes codifiés, ce qui permettra plus tard des statistiques, toutes sortes de choses, etc. Déjà, au moins pour cette statistique-ci, et éviter au maximum le texte libre, sauf naturellement si on n'a pas de diagnostic, si c'est vraiment un cas complètement bizarre, on ne met rien naturellement, hein. Mais donc, favoriser les termes structurés. Voilà. Donc Jean-Louis, votre question avec l'encodage 2 fois, je pense qu'on a répondu. Si ce n'était pas le cas, vous lèverez la main tout à l'heure. Isabelle nous demande si un patient est négatif, on fait un nouveau contact avec syndrome viral. Est-ce qu'on fait un nouveau contact avec Non, syndrome non, si le viral? patient est négatif, vous pouvez faire un nouveau contact, mais là, vous ne mettez pas de nouveau diagnostic à ce moment-là, puisque déjà, le cas éventuel qu'on envoie à Cienzano est déjà repris ici dans les patients ILI, donc c'est-à-dire avec des informations, des infections comme la grippe, en fait. C'est déjà envoyé de cette façon-là. Donc, ça ne sert à rien d'en refaire un deuxième à ce moment-là. Il y a une question ici. Le pourcentage ARI est suspect. Ça peut être l'un ou l'autre. On coche l'un ou l'autre. Grand merci. Le pourcentage, comment? J'ai pas compris. Oui, ben voilà. Christine, peut-être que vous pouvez lever la main pour expliquer votre question. Comme ça. Voilà. Activez votre micro dans le coin inférieur gauche et on vous entendra, Christine. C'est vrai que je suis arrivée un peu tard parce que il y avait le téléphone, mais c'était concernant le pourcentage diagnostic codé. Je ne comprends pas comment le faire. Regardez, moi j'ai fait tous mes exemples ici, j'ai utilisé des diagnostics codés, je suis arrivé à 100% aujourd'hui. Je vais faire un exemple aujourd'hui chez ce patient ici, Binamé Betty. Je vais mettre un diagnostic non codé. Donc je vais mettre ici Covid, 3 points d'interrogation, c'est non codé, je clôture. Voilà, j'ai mis un diagnostic non codé. Maintenant, quand je refais une statistique Covid, je vais voir ici que mon pourcentage, oh oui non, j'ai fait un mauvais exemple parce que j'ai pris 2 fois le même patient. Attends, je vais prendre un autre patient ici. Je vais faire une consultation. Je vais mettre quelque chose en subjectif, objectif, et je vais mettre un diagnostic non codé. Voilà, ça c'est typique d'un diagnostic non codé. Lorsque je vais faire clôturer, et lorsqu'on va faire la stat, je ne sais pas si ça va fonctionner ici, mais logiquement, voilà. Vous voyez, la stat, elle tombe à 87,5 parce que sur les 6-7 diagnostics que j'ai mis, il y en a un qui n'est pas codé, tout simplement. Okay. Ah, donc, il le fait automatiquement. Il le fait automatiquement. Ah, ok, c'était ça. Ok. Oui. Et une autre question, donc, quand on a une suspicion, donc cas suspect, Oui. et en même temps, c'est quand même un patient ILI ou ARI, on coche les deux ou... Non, non, vous mettez, pour vous, votre travail, c'est uniquement à ce stade-ci. Vous ne savez pas cocher ça, donc ça se fait automatiquement parce qu'il y a des codes là derrière. Il y a des codes là derrière. Par exemple, ici, vous allez taper, soit vous allez taper Covid, infection, cas éventuel, par exemple,
Ou alors, vous dites, tiens, pour moi, non, le patient fait typiquement un syndrome grippal ou un refroidissement grippal, voilà. Et là, derrière, il y a à nouveau un code et tout ça va se mettre automatiquement. Donc, ça a été programmé en disant, toute une liste de codes qu'on a mis va là, une autre liste de codes va là, etc. Donc, ne vous occupez pas. Juste pour vous, utilisez dans le A le diagnostic Voilà. le plus adéquat. C'est tout. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Donc, pour répondre à votre question, Hugo, donc le programme ne prend en compte que ce qui est dans l'onglet diagnostic. Donc ici, ce qu'on vient de montrer, ce que Frédéric vient de montrer dans le A, effectivement. Diagnostic et problème de santé. Donc, si jamais vous utilisez, vous créez un problème de santé en disant, tiens, je vais voir le patient 10 fois, etc., etc., ça c'est pris en compte aussi dans les statistiques. Parfait. Il y a encore une autre question quand même par rapport aux assistants. Voilà, ben, si on ne tient pas compte des assistants, mais est-ce que l'encodage peut être fait par l'assistant? Bien entendu, parce que ce sont des sommes de diagnostics qui arrivent dans la base de données. Ce n'est pas ventilé par le nombre de médecins qui travaillent, etc. Et c'est vrai, il pourrait y avoir des médecins en vacances, quoi que ce soit. Donc, on compte simplement le nombre de syndromes infectieux par jour encodés dans la base de données, que ce soit 5 ou 10 médecins. Naturellement, l'idéal, c'est que le maximum de médecins encodent. Les assistants aussi, naturellement. Et Frédéric nous demande comment sont exportées les données qui sont encodées par les assistants. Mais quand un assistant va taper, par exemple, cas suspect de Covid ou cas avéré de Covid dans le A, supposons que je suis un assistant et que je vais taper ici cas avéré de Covid parce qu'il a reçu un résultat positif, je vais faire enregistrer. Automatiquement, donc ça va dans la base de données centrale, la base de données de la maison médicale ou de l'association, et ce cas va directement être totalisé ici dans cette base-là, tout simplement. Donc c'est simplement l'encodage à faire, et derrière, c'est Medispring qui fait le travail pour donner les infos à l'IFORM. Merci. Voilà, c'était à peu près tout au niveau du baromètre. J'ai parcouru vos questions, il y en avait beaucoup qui se recoupaient. Donc, si jamais vous avez une question qui concerne le baromètre et qu'on n'en a pas parlé, vous pouvez éventuellement lever la main. Comme ça, on va les traiter tout de suite avant de passer alors aux autres questions. Voilà. Alors, Yalombo. Voilà, je vous ai donné la parole. Vous pouvez activer votre micro dans le coin inférieur gauche. Voilà, mais je vois que vous n'y parvenez pas. Je vais donner la parole alors en attendant à Céline. Allez-y, Céline. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, oui bonjour. Je pense qu'il y a une petite question concernant le nombre de DMG. Non, en fait, c'était au départ, on a dit, je pense que c'est peut-être encore dans le libellé ici, voilà, nombre de patients avec un dossier médical global au cours des dernières années. Ce critère a été enlevé, mais ils n'ont pas corrigé leur phrase ici. Donc, le critère est uniquement les patients actifs, donc qui ont eu un contact dans les 2 dernières années. Ok, merci. Pas de rapport avec le DMG. Voilà, et j'en profite pour dire, busnummer van uw praktijk, ça c'est quelque chose qui n'est pas traduit et donc qui doit partir. Hein. C'est exactement la même chose qu'au-dessus, numéro de maison du cabinet. Oui. Donc, ne vous cassez pas la tête à savoir ce que c'est, vous ne devez pas le remplir et ça va être éliminé.